Alors plongeons tout de suite au cœur d'un sujet vraiment fascinant, un sujet qui touche carrément à l'essence de la transmission du savoir. Aujourd'hui, on va décrypter l'histoire de la formation des profs en formation professionnelle au Québec. Et honnêtement, c'est loin d'être juste une série de réformes administratives ennuyeuses. Pas du tout, c'est le récit captivant d'une véritable lutte, une quête de longue haleine pour obtenir une vraie reconnaissance, et surtout une parité légitime avec les autres profs du système éducatif. Pendant des décennies, ces experts issus de l'industrie ont vraiment dû se battre pour prouver une chose toute simple. Maîtriser un métier, c'est une chose, mais l'enseigner, c'est une toute autre paire de manches tout aussi exigeante. Ce qui nous amène à la question centrale de cette exploration. Comment est-ce qu'on passe d'un artisan ou d'un travailleur spécialisé à un véritable professionnel de l'enseignement? C'est vraiment le cœur du conflit ici. On parle de transformer une personne qui excelle dans son domaine technique, que ce soit en mécanique, en soins infirmiers ou en ébénisterie, en un pédagogue capable de transmettre cette passion dans une classe. Ça demande un changement d'identité monumental. Il ne s'agit pas juste d'apprendre 2 ou 3 techniques d'animation, non, c'est un changement de posture professionnelle complet. Et le contraste entre l'ancien système et l'ère moderne, waouh, c'est le jour et la nuit. Historiquement, le système se contentait d'un petit certificat de 30 crédits avec une période de probation. Sous cet ancien régime, ces experts étaient un peu vus comme de simples formateurs, presque une sous-catégorie, pour être honnête. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. L'ère moderne impose un baccalauréat en enseignement professionnel, le fameux BEP de 120 crédits. Et c'est exactement ce standard qui a propulsé ces enseignants au même niveau académique que ceux du primaire et du secondaire. Un changement de paradigme absolument majeur. Ce qui nous amène au chapitre 1, la quête d'un statut égal, une période charnière entre 1995 et 2001. À cette époque, le système éducatif québécois est en pleine ébullition. Et on a cette citation assez frappante du rapport du COFPE de 1998 qui dénonçait, je cite, « un dangereux vide en matière d'expertise universitaire ». Rien que ça. En gros, l'ancien certificat de 30 crédits se faisait ramasser parce qu'il n'était qu'un simple copier-coller de la formation générale. C'était complètement déconnecté des réalités uniques de l'enseignement d'un métier. Ce constat était un électrochoc. Il fallait de toute urgence créer un parcours universitaire spécialisé, et surtout beaucoup plus rigoureux. Donc, les choses s'accélèrent à un rythme effréné. En 1995, le fameux rapport Paget donne le ton en recommandant la révision des études. Boum! 1998, le COFIP exige un parcours clair en 3 étapes. Ensuite, le vrai coup d'envoi arrive en 2001 avec le référentiel qui fixe, noir sur blanc, 12 compétences professionnelles à maîtriser. Et finalement la consécration en 2003, le lancement de ce baccalauréat obligatoire de 120 crédits. C'est une vraie cascade de changements législatifs qui a littéralement posé les bases de la profession. On passe donc au chapitre 2, un tournant décisif, avec la grande mise en œuvre de 2003. Et là, tout se résume à un seul chiffre, 120. Ce nombre, c'est le symbole de la nouvelle donne académique. En exigeant ces 120 crédits universitaires, le système a dit stop. Fini le temps où l'on considérait ces profs comme des enseignants de seconde zone. C'est le chiffre de la légitimité, celui qui leur a enfin donné les clés du statut de professionnel de l'enseignement à part entière. Sauf que mettre tout ça en place a été un véritable parcours du combattant. Imaginez un peu la scène. 6 universités, dont Laval, Sherbrooke et l'UQAM, ont dû bâtir ces programmes pratiquement de zéro. McGill et l'UQO, elles, ont tout simplement passé leur tour. Du coup, on s'est retrouvé avec des équipes universitaires minuscules, parfois juste 2 professeurs, qui devaient soulever des montagnes. Ils ont dû inventer des cours complexes qui mélangeaient la reconnaissance des acquis, des stages, de la psychopédagogie, le tout avec quasiment aucune recherche préalable sur le sujet. C'était chaotique, oui, mais c'était aussi un triomphe absolu de voir ça se réaliser. Évidemment, sur le terrain, ça a provoqué un immense choc culturel. Honnêtement, beaucoup craignaient que ces nouvelles exigences fassent fuir les candidats. Après tout, qui voudrait se lancer dans de longues études universitaires quand on maîtrise déjà son métier à la perfection? Eh bien, surprise, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Ces exigences plus élevées ont en fait boosté la motivation. S'engager sur le long terme a forcé une réflexion beaucoup plus profonde sur ce que ça veut dire au fond d'être un enseignant. Ça a été une nouvelle hyper positive, un vrai vent de fraîcheur pour le réseau. Mais attention, on arrive au chapitre 3, le retour à la réalité, le grand constat de 2012. C'est là qu'on doit prendre un peu de recul et se poser la vraie question. Est-ce que ce beau diplôme tout neuf de 120 crédits a tout réglé par magie? Eh bien, malheureusement non. Derrière cette belle réforme sur papier se cachait une réalité beaucoup plus brute. Un lourd tribut payé par les profs eux-mêmes qui se sont retrouvés coincés dans un étau de contrainte assez intense. La réalité au quotidien était plutôt brutale. Faut bien comprendre que la majorité de ces nouveaux profs entraient dans une classe pour la toute première fois de leur vie sans aucune préparation pédagogique. Zéro. Imaginez le stress. Ensuite, ils devaient survivre à une conciliation travail-études-famille quasi impossible. On parle d'enseigner à temps plein, de continuer parfois à pratiquer son métier d'origine sur le côté et d'étudier le soir et la fin de semaine.
Résultat des courses, ça prenait souvent jusqu'à 10 ans ou même plus pour décrocher ce fameux diplôme à temps partiel. Une transition d'identité super complexe et surtout complètement épuisante. Et les chiffres le prouvent. Le rapport des Chéneaux de 2012 a regardé ça à la loupe. D'un côté, on a presque 67% des intervenants scolaires qui trouvaient que le programme préparait bien les profs. Mais de l'autre, chez les directions de centre, à peine plus de 40% étaient de cet avis. Pourquoi un tel fossé? En fait, même si tout le monde reconnaissait la qualité de la formation, le rythme imposé aux enseignants était tellement destructeur que beaucoup commençaient déjà à dire « Oula, il va falloir alléger ce programme avant qu'ils ne fassent tous un burn-out ». Donc, pour éviter le crash, ce fameux rapport a lancé quelques bouées de sauvetage. Des recommandations super claires. Créer une politique nationale d'insertion pour encadrer les petits nouveaux, leur accorder du temps d'études rémunéré directement pendant leurs heures de travail, et enfin, creuser sérieusement le problème de la précarité d'emploi qui rongeait le milieu. Des solutions qui semblaient frapper au coin du bon sens. Sauf que, voilà la pilule difficile à avaler. On a eu droit à une décennie entière d'inaction systémique. 10 ans plus tard, ces recommandations cruciales prenaient encore la poussière dans les tiroirs du gouvernement. Bien sûr, il y a eu quelques enveloppes de financement par-ci par-là, mais le vrai fardeau du soutien est resté encore et toujours sur les épaules des profs et des directions locales. Les gros problèmes de fond, comme la précarité et l'enfer de la conciliation, restent cruellement non résolus aujourd'hui. Ce qui nous mène à notre dernier chapitre. Crise et changement, les défis de l'ère moderne. Comme si ça ne suffisait pas, le monde extérieur est venu bousculer tout le système. Dans les années 2010, les pénuries de main-d'œuvre ont poussé une grande partie de la formation directement sur les lieux de travail, ce qui a encore alourdi la tâche des profs. Ensuite, vers 2015, on a eu le grand virage numérique. Et la cerise sur le gâteau, 2020, la pandémie, une transition forcée, violente, vers le travail à distance. Pensez-y 2 secondes. Comment est-ce qu'on enseigne la mécanique automobile ou l'assistance dentaire par écran interposé? C'était un véritable casse-tête qui a fait trembler toutes les méthodes d'enseignement traditionnelles. Face à toutes ces secousses, les universités ont dû s'ajuster à la va-vite et ça a laissé des traces. L'université Laval a carrément jeté l'éponge en 2015, refilant le bébé à l'université de Sherbrooke. L'UQAR, de son côté, a fait cavalier seul pour lancer un programme 100% en ligne, histoire de colmater les brèches. Mais le plus marquant, c'est en 2019. L'université de Sherbrooke a dû suspendre complètement son programme anglophone. La raison ? Un manque flagrant de financement et un décalage culturel total avec le ministère. Une fermeture qui montre bien à quel point le système reste incroyablement fragile sur le terrain. On termine donc cette analyse sur un paradoxe assez fascinant qui laisse vraiment à réfléchir. Aujourd'hui, on a des professionnels hyper qualifiés sur le papier, c'est indéniable, mais au quotidien, ils rament toujours dans une réalité ultra précaire et épuisante. Alors, quel est l'avenir de l'enseignant en formation professionnelle? Cette histoire nous montre bien que la quête pour l'égalité ne s'arrête pas le jour de la remise des diplômes, elle doit absolument s'incarner, se vivre, dans les conditions de travail de tous les jours. C'est une vraie sonnette d'alarme pour repenser d'urgence la façon de soutenir celles et ceux qui forment les travailleurs de demain.